Si vous voulez peut-être gagner quelque chose un jour, pourquoi pas prendre un Français? Oh là là, c'est bon, on coupe l'émission. Ouais, C'est fini, c'est fini. Oh là là, non. Parlez maintenant sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Un épisode absolument exceptionnel parce qu'extrêmement complet. Aujourd'hui, on va revenir bien sûr sur le limogeage par la Gantoise de Wouter Vranken. Il y aura le match de la semaine avec le Standard de Liège à un petit point des playoffs, mais également l'actualité des Diables Rouges avec Roulen Lopetegui, désormais la priorité de Vincent Manhart et dont on aura certainement des résultats dans les prochaines semaines. Et puis Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise, nos joueurs de la semaine. Bref, un programme absolument génial. Je vais commencer par saluer mes chroniqueurs. Bonjour Quentin. Hello Sacha. Comment ça va? Ça va bien. Toujours là, parler de football et tout. Beaucoup de choses à dire. Prêt à aborder un programme exhaustif. Hein. Ça va être du feu aujourd'hui. On a 1 heure pour baliser tout ça. J'espère que ça va aller. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Bonjour mon Thomas. Comment ça va? Très bien, très bien. Un petit chemin, une petite pelouse de Ligue 1 dans lequel tu as été ce week-end. J'ai fait le match Lille-Nice. Lille-Nice. Ouais. Il faisait très froid à Lille à mon avis. Il faisait horriblement froid. Ouais. C'était une horreur. Mais heureusement, le toit était fermé parce que le toit peut se fermer à Lille. Mais il faisait très froid et la première mi-temps, elle était exécrable. À la base, ils ont fait ça, ils ont fermé le toit parce qu'ils voulaient accueillir Rihanna. Finalement, Rihanna n'est jamais venue. Mais par contre, le toit, il est bien utilisé pour Lille. Lille. Donc ça, voilà, comme quoi. C'est pratique. Et puis notre invité aujourd'hui, forcément, c'est le troisième épisode de mois, c'est la 3e semaine de janvier, et donc on devait avoir un invité de qualité aujourd'hui. On va rentrer dans la réalité d'un footballeur. On va parler d'une personne que vous connaissez bien si vous aimez le football belge. Il est passé notamment par le centre de formation du LOSC, passé également par le RC Lens, Boussudour, un peu du côté dans la région wallonne, et puis évidemment Saint-Tron et Daines. Mesdames, messieurs, William Dutoit, comment ça va? Ça va très bien et toi? Je suis très content que tu sois là. Bah, ça moi me fait aussi. extrêmement plaisir. Depuis le temps qu'on disait qu'on devait se voir et discuter au travers d'un plateau, voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content d'être ici. Ça me fait très très plaisir. Et donc je le disais forcément, une formation, le LOSC, RC Lens, le Boussudour, Saint-Tron. Et puis Daines, forcément, on y reviendra avec Ostende aussi, et Ostende également, c'est vrai, Ostende. Ostende de l'époque Marc Cook en plus. Ouais, hein. une très belle époque, ouais. Surtout les débuts avant qu'ils partent à Anderlecht. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'Europe aussi, ils avaient joué l'Europe. L'Europe, ouais, on a fait 2 matchs contre Marseille, un match au Vélodrome. Ouais. C'était. Germain avait marqué. Germain avait marqué 3 buts, je pense. Ouais. C'était son premier match avec Marseille. Et c'est ça, exactement. Et tout le monde avait dit, c'est incroyable. Vraiment, le niveau du championnat belge, c'est catastrophique si Germain arrive à mettre 3 buts. Ouais. Ben voilà, mais finalement, ils avaient quand même fait un beau parcours. Je me rappelle, j'en avais parlé notamment dans le fossé. Hein, Soit allé en finale, non? Non, demi-finale. Demi-finale? Non, finale, ils ont perdu contre Atletico. Ouais, Une erreur de Mandanda. On les a lancés, quoi. Ouais, voilà. C'est bien de se dire, on a été, Voilà. enfin, on a joué contre une équipe qui a été en finale, quoi. Exactement, quand même bien. Dis-moi, quand tu fais un peu la rétrospective de toute ta carrière, maintenant que tu es sans club, qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Bon, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a soit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je suis un éternel insatisfait. On va dire que j'aurais aimé faire mieux. Je me suis aussi donné les moyens de faire plus. Et d'un autre côté, voilà, depuis que je suis jeune, on n'a jamais misé sur moi. J'ai jamais fait partie des joueurs sur qui on a prédit une carrière. Et j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez sympa et j'en suis fier. Bah oui, c'est vrai, effectivement. D'ailleurs, tu as parfois le sentiment de devoir faire 2 fois plus que les autres pour être reconnu à ta juste valeur? Ouais, c'est sûr, parce qu'on a toujours dit que j'avais pas le profil pour devenir un joueur professionnel, surtout un gardien de but, que j'étais trop petit. Ça, je l'ai entendu depuis mes débuts. Et au final, j'ai quand même réussi à jouer en D1, comme on disait, à faire 2 matchs en Coupe d'Europe, une finale de Coupe de Belgique, les playoffs 1. Donc ça reste. C'est pas mal. Ça reste correct. Ça reste correct. On va dire que c'est pas une grande carrière, mais. Tu disais forcément, t'es pas le gardien le plus grand, mais par contre, t'as compensé. C'était quoi tes qualités à toi sur le terrain? Bah, j'étais dynamique, un peu kamikaze. Voilà, je pense que j'avais une bonne détente aussi, un bon jeu au pied, une bonne lecture de jeu. Ouais. Donc on essaye de compenser, comme tu dis, par autre chose.
Parce que quand tu fais pas 2 mètres, tu peux pas te comporter comme un gardien qui fait 2 mètres. Oui, on dit quand on est gardien, il faut être un peu fou. Ouais. Tu le sens, ça? Ouais, ceux qui me connaissent très bien savent que... Tu peux avoir un petit pet au casque à un moment donné. Sur le terrain, ouais. Ouais. Facilement, ouais. Ok. J'ai su, avec l'âge, me calmer, me canaliser. Mais c'est vrai qu'à mes débuts, des fois, c'était compliqué. Et alors, il y a aussi, alors je parle parce que Quentin est également présent et on sait qu'il a une petite faveur pour le Standard de Liège. Il y a un moment où ton nom a été en discussion du côté du Standard de Liège. Tu te rappelles de cette époque-là? Ouais, je me rappelle très bien. C'est au départ de Yannick pour le Standard. Yannick aurait aimé que je le suive. Yannick Ferreira. Yannick Ferreira, ouais. Et voilà, je sais qu'il y a eu des discussions entre les clubs. Je sais qu'ils étaient très intéressés. Et à un moment donné, Monsieur Van Buten a mis son veto et voulait ramener son gardien à lui. Et c'est à cette période où ils ont signé Victor Valdez. Ah ouais. Ouais. Donc, Avec tout le respect. C'est difficile Ouais. de compete, comme on dit Ouais. en anglais. Thomas, toi qui suis forcément depuis des années le championnat de Belgique, tu dois certainement avoir des idées, des souvenirs par rapport à William Dutoit. Lequel te revient le plus en tête? Bah parce que c'est marrant parce que tu parlais du Standard, mais je pense qu'avec mon club de cœur aussi, il a eu des contacts à un moment donné. Je pense que t'as été aussi en négociation avec Moucron, non? Il y a une période, genre plutôt vers la trentaine, non? Si je me trompe pas, où c'était des fausses rumeurs, parce qu'il y a vraiment eu des rumeurs à un moment donné. William Dutoit à Moucron. ouais, avec quand ils sont allés en D1B avec Enzo Schifo. C'était à cette période-là. Moi, je pensais que c'était encore avant. Et avant aussi, au début, quand ils étaient avec le LOSC, Ouais. quand j'étais encore au Framborin, je suis même allé m'entraîner avec eux. Et j'étais carrément, encore je sous savais contrat avec Framborin. Comme j'étais formé à Lille, Ouais. et qu'il y avait beaucoup d'éducateurs de Lille qui étaient partis à Moucron, ils étaient très intéressés, donc je me suis entraîné même avec eux. Mais les clubs entre eux n'ont jamais trouvé d'accord. Non. Après, je me souviens surtout de William Dutoit, c'est très fort sur sa ligne. Parce que là, ça, s'il a pas dit, quand il a parlé de ses qualités, moi, je le trouve vraiment fort sur sa ligne. Et c'était une des qualités qui me revient en premier quand on me dit William Dutoit. Ouais. L'élasticité du corps. Ouais, c'est ça, ouais. Les réflexes, on va dire. Ouais, les réflexes, c'est ça exactement. Tu travailles ça, enfin tu travaillais ça effectivement, tout ce qui était scanning, parce que maintenant c'est vraiment hyper populaire, hein, on les voit avec les différents potes là de couleurs et les entraîneurs, enfin plutôt les gardiens s'entraînent avec ce type d'outils là. Toi, tu étais déjà là-dedans, tu réfléchissais Vers la déjà fin, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré à Saint-Tron ou Framborin, non, pas trop. Et t'as toujours rêvé d'être gardien de but? Parce que quand on est Toujours. footballeur, ouais, il y a toujours eu cette pensée, je veux garder les buts. Je pense que j'avais 5-6 ans, j'ai dû faire 1 ou 2 matchs dans le jeu et puis je suis allé au but direct. On dit que les gardiens de but, ils ont une manière de penser différente des autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, tu le ressens, ça? Ouais, je le ressens beaucoup, ouais. On est un peu à part, on est un peu dans notre monde. On se comprend beaucoup entre gardiens, un peu moins avec les joueurs. Et on sent qu'on a une façon différente de réfléchir. Ouais. Parce que vous avez aussi le jeu devant vous. Est-ce que le fait de voir les actions et quelque part d'anticiper les choses telles qu'elles peuvent se passer, ça vous donne aussi une lecture différente du match? Ouais, bien sûr, parce que nous, on voit tout ce qui se passe. Donc on a une analyse un peu plus globale de la situation. Quentin, quand tu penses à William, qu'est-ce qui te vient comme ça en inspiration? Alors moi, je me souviens des matchs à Ostende, notamment, comme il le disait, avec les playoffs 1. C'était une époque où tu disais Ostende qui arrivait vraiment à aller très très loin, faire de bonnes performances. C'était son terrain qui n'était pas forcément à chaque fois idéal, on va dire, qui pouvait piéger les grands clubs. Et oui, après, moi, je pensais quand il disait le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, je pense que si tu avais quelque chose à changer à revenir dans le passé, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Honnêtement, peut-être ma signature à Daines. Ok. Pourquoi? L'après-Covid. Parce que c'était une période difficile où il y avait beaucoup d'incertitudes. On savait pas si les championnats allaient reprendre. Moi, je suis arrivé en fin de contrat à Ostende. Et les clubs étaient un petit peu sur la défensive. Donc j'ai eu des offres, mais c'était plutôt des offres d'1 an. Voilà, avec des projets pas très clairs parce qu'on savait pas où on en était. Et j'ai accepté le projet de Daines, je crache pas dans la soupe, hein. Pas du tout, mais si je dois revenir en arrière, j'ai surtout accepté le projet de Daines parce que eux me proposaient un contrat de 4 ans. J'avais déjà passé 30 ans. Et donc j'ai accepté de quitter cette D1A qui avait été un objectif pour moi et j'en avais tant rêvé. Et au final, c'est moi qui ai pris la décision de quitter cette D1A pour aller en D1B parce que c'était un contrat de longue durée, c'était bien aussi pour ma famille. Et au final, j'y suis jamais ressorti
et j'ai même pas vraiment beaucoup joué à Deinze. Donc c'est un petit regret, j'aurais peut-être dû réfléchir différemment. Ok. Mais bon, comme je dis, je crache pas dans la soupe et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et je suis content aussi que j'ai pu offrir une stabilité à ma Ouais, famille. c'est important. Ouais, c'était quoi les autres projets du coup, vu que tu parlais de Bah projets. déjà, Ostende voulait aussi me prolonger, mais Ostende, à partir de 30 ans, faisait que des contrats. C'était une nouvelle direction, les Ouais. Américains qui t'arrivaient. Ouais. Ils faisaient que des contrats de 1 an, pas plus. Et bon, avec une diminution de salaire salaire, ouais. aussi. Mm. Donc voilà, on a fait le choix de partir sur quelque chose de plus long et plus sécure pour ma famille aussi. Et voilà. Mais c'est vrai que quand tu arrives du côté du KMSK Deinze, il y a véritablement le côté porte-étendard, le côté la star, on va dire, de Deinze. Tu arrives en joueur important qui vient défendre les cages quand même. Tu l'as vu évoluer ce projet, du début à la fin jusqu'à cette fameuse dernière année dont on va reparler dans quelques instants. Mais comment tu l'as vu évoluer? Comment est-ce que quelque part les montagnes russes de cette équipe ou plutôt de ce club se sont construites de ton C'est côté? intéressant ce que tu dis parce que avant d'accepter le projet, j'ai au moins 3 ou 4 propositions de Deinze. À chaque fois, je dis, je pense pas que ce soit le bon moment. Je refuse jusqu'à la dernière proposition où je me dis, là, je dois le faire, je suis obligé de signer. Et j'ai vraiment l'impression que je vais être un joueur très important de ce projet, un joueur phare. Et au final, quand j'arrive là, je joue pas. C'est pas moi le gardien dans les buts. Donc C'était qui d'ailleurs? Tom Ah oui, Vandenberg. mais juste qui est parti à Gand maintenant. Et quand j'arrive au club, je comprends très vite que en fait, je vais pas jouer en plus. Donc après quelques semaines, c'est quand même difficile parce que j'ai quitté la D1 pour venir dans un club de D1B qui vient de monter de D1 amateur. Mais au final, je me retrouve sur le banc. Enfin, c'est Covid, donc même pas sur le banc, en tribune. Ouais. On peut pas se mettre sur le banc. Donc on est en tribune. avec Super le la masque. distance, ouais. Ah. Sympa. Donc je me dis waouh. Et au final, la première saison a été très difficile parce que c'est resté très amateur avec l'ancien staff. Mhm. La deuxième saison, Wim de Decker est arrivé. Mhm. Et là, on a changé tous les vestiaires, les infrastructures, le mode de fonctionnement. Donc le club a vraiment évolué. Mais pareil, je jouais toujours pas. Et la troisième saison, c'est là où AK Group arrive. Mhm. Et là, c'est vrai on commence à rentrer dans une autre dimension et être dans le top de la D1B au Mhm. niveau du mode de fonctionnement et dans le club. Ouais, tu sens vraiment qu'à ce moment-là, les Japonais sont arrivés avec l'objectif véritablement de monter. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y avait un plan sur 3 ans et qu'au bout de ces 3 années-là, logiquement, le club de Deinze devait se retrouver en Jubilaire Pro League dans l'élite du football belge. Tu l'as senti aussi dans les mises en place, ne serait-ce que même les moyens qui étaient mis au quotidien pour vous permettre de vous développer? Ouais, bon, on était on vivait très très bien. Ouais. Le mode de fonctionnement était quasi parfait, on va dire. Mhm. On avait un staff de 10 personnes, nutritionnistes, 3 préparateurs physiques. Enfin, il y avait vraiment tout qui avait été mis en place pour qu'on puisse réussir. La saison dernière, malheureusement, on était jusqu'aux 3-4 derniers matchs deuxième, avec quelques points d'avance, les 2 premiers montés. Mhm. Au final, on a fait des contre-performances à domicile contre des équipes à notre portée. Ça nous coûte la montée et puis après on perd la finale contre Lommel et eux jouent contre Courtrai pour monter. Donc ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Et je pense que, en toute honnêteté, c'est nous qui Vous auriez dû monter, ouais. exactement. Effectivement. Et voilà. Et puis après on est rentré dans la difficulté de ce début de saison en apprenant que AK Group décidé de quitter Deinze. Moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, le directeur sportif de l'époque, qui était Adrian Esperaga, a vraiment beaucoup tapé dans les caisses, et ça a été un véritable problème parce que les Japonais lui avaient laissé énormément de liberté. Toi, à partir de quel moment t'as senti qu'il y avait un problème? C'était quoi le déclic? Le déclic, je pense que c'est ton premier tweet. Ok. Le déclic, Ok. le déclic, on doit jouer un match amical contre Donard. On est à table en train de manger. J'ai pas Twitter, moi. Mais les joueurs commencent à me dire « Ouais, vous avez vu sur Twitter ce qui se passe ?» Du coup, on regarde et là, je vois que tu as mis un tweet. Du coup, C'est toi qui as allumé le feu. C'est vrai que- Bien joué. C'est à cause de ceux qui sont faillites là. Exactement. comme on se connaît bien, Ouais. je t'ai envoyé un message. Et puis là, tu as été très clair et tu m'as expliqué la situation. Mhm.
Et moi, je suis allé parler avec un membre du staff pour en savoir un peu plus, en disant que j'avais eu des informations un peu plus poussées de ta part, en expliquant que voilà, la situation apparemment est vraiment catastrophique. Et eux me jurent que non, il n'y a aucun problème, tout se passe très bien, AK Group ne va pas quitter le club, et qu'il n'y a aucun souci à se faire, et qu'on veut faire du mal au club, attaquer le club, et que tout ce qui se dit dans la presse, c'est faux. Et à partir de quel moment tu as eu le déclic de dire « Ah ouais, en fait, il se passe vraiment quelque chose au sein du club ». Est-ce que ça passe par les premiers retards de paiement? Est-ce que c'est là qu'il y a vraiment de ton côté un feeling d'urgence, ou il y avait déjà eu ce type de problème auparavant? Non, jamais. Jamais, on avait toujours été payé en temps et en heure, il n'y avait jamais eu de problème, aucun. Après, 2 jours après la fin du mercato, en fait, clairement, on a une réunion et ils nous disent que AK Group va quitter le club et que ça va être très compliqué de payer nos salaires et qu'ils savent pas comment ils vont s'en sortir. Il y a quand même un sentiment de... quand on est footballeur, on a beaucoup le rêve des femmes, le rêve de l'argent, le rêve de tout ça. Et aujourd'hui, quand je t'entends, j'ai plutôt l'impression d'être face à une personne qui pourrait très bien être un employé de Whirlpool, de Lidl, de Reut, qui se rend compte de la situation et qui prend acte des choses. C'est quand même extrêmement précaire, en fait, ton métier. Ouais, bah oui. Comme je disais, c'est des contrats aussi de courte durée. Les gens voient tout le bon côté des footballeurs, mais on signe des contrats de courte durée. Il y a aussi beaucoup de pression. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'on va être prolongé? Est-ce qu'on va pas être prolongé? Puis quand il vous arrive des situations comme à Daines où du jour au lendemain on vous dit qu'on vous paye plus, voilà. Il y avait des étrangers qui étaient là, qui étaient venus d'Espagne avec leur famille, qui vivaient dans des appartements. Les appartements, les loyers étaient payés par le club. Ils payaient plus. Ils ont été chassés des appartements. Et ils sont avec leurs femmes, leurs enfants sous le bras. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux. Ils restent ici. Tu sais pas trop. On te dit oui, on va te payer, on va pas te payer. Tu sais pas. Donc c'est des situations difficiles. Bien sûr, il y a des très bons côtés, mais quand il nous arrive des choses comme ce qu'on a vécu à Daines, c'est très compliqué. Oui, et puis la pression aussi, elle vient ne serait-ce que même de l'environnement familial. C'est peut-être ça qui touche le plus dans ces moments-là, quand tu sens que tu ne sais pas quoi répondre et que tu as par exemple une question de ta compagne ou de tes enfants ou j'en sais rien, des gens de ta famille, et derrière ça te touche, quoi. Ah, ça, c'était très compliqué parce que presque tous les jours, quand je rentrais de l'entraînement, ma femme me demandait où ça en était. Et moi, honnêtement, je sentais que c'était très mal parti et que tout ce qui était en train de se passer, c'était faux, c'était fake, avec le nouveau repreneur aussi. Mais tu veux... T'as jamais cru au projet? Non, jamais. C'est pas une fierté de le dire. C'était une mascarade, hein, ce projet. Franchement, quand tu connais les infos de l'intérieur, c'était comme il dit, c'était une face cachée. Hein. C'était du fake à 100%. Okay. Quand tu passes quand tu mets déjà la personne qui était en charge de la communication, marketing, en CEO d'un club, alors qu'elle a 0 expérience, t'as compris qu'il y a un truc qui cloche. C'est très bizarre. Ouais, c'était très grave ce qui s'est passé. Mais voilà, quand tu rentres chez toi, tu veux pas non plus inquiéter ta femme, t'essayes de la rassurer, de faire passer les infos que tu as eues le matin à l'entraînement, même si tu sais très bien que 95% c'est faux et ça n'arrivera jamais. Comment est-ce que tu vas récupérer aujourd'hui l'argent qu'ils te doivent encore? Bah jamais. Tu t'es fait cette idée-là? Bah c'est sûr, de toute façon c'est une faillite, donc les salaires qui n'ont pas payé, on va pas les récupérer, les salaires qui devaient payer avec les contrats qui continuent à courir, on les aura jamais, et avec Sporta, on est en train de monter un dossier, on va récupérer une petite partie. Mais si on compare avec ce qu'ils étaient censés nous payer, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, ça équivaut à quoi? 10-20% de ce que vous deviez avoir ou ouais, t'as certains joueurs qui avaient des contrats de 2 ans encore. Ouais, ok. Donc t'imagines. Ouais, ça doit être lourd aussi pour eux parce que c'est vrai que s'ils ont réussi à retrouver un club, tant mieux. Dans des conditions un peu similaires, je parle au niveau du financier, tant mieux pour eux. Mais ceux qui n'ont pas encore réussi à retrouver de club, c'est beaucoup d'argent de perdu. C'est là que tu vois que la gestion financière, c'est très très important. Et il y a beaucoup de joueurs professionnels, que ce soit en football, NBA ou d'autres sports, mais il y a des statistiques qui sortent qu'il y a genre plus de 80% des gens qui gagnaient bien, qui étaient riches ou autres, qui après sont dans la dèche, n'ont plus d'argent. Et c'est là que je trouve, j'ai l'impression que peut-être que maintenant, ça peut être un peu mieux, mais avant c'était très très grave, que même des anciennes stars du football
n'ont plus d'argent, n'ont plus un rond. Et c'est là où je trouve qu'ils devraient peut-être plus être suivis, plus même eux travailler sur leur mindset, apprendre à bien gérer leur argent. Parce que d'office, tu passes t'es jeune, tu gagnes peut-être 2000 € net, tu viens de commencer à jouer, t'es un jeune prometteur ou autre. Puis tu commences à gagner des 5000, des 10 000, des 50 000 ou autres montants, voire peut-être plus. Ben, l'argent il tombe d'un coup. Ils sont jeunes, ils le flambent et tout, des jeunes footballeurs. Et ils n'arrivent pas, je trouve, à avoir cette gestion de l'argent. Et je trouve que c'est ce qui manque dans le niveau professionnel. Et c'est là que c'est très important parce que même des joueurs qui n'ont pas connu de faillite ou qui n'ont pas connu un club comme ça, ben, ont des problèmes d'argent. Alors, les joueurs de Danes et ou d'autres clubs, j'espère qu'ils ont bien géré leur argent parce que quand ça tombe comme ça d'un coup et que tu t'es surtout habitué à un rythme de vie. Tu t'es habitué à un rythme de vie dans le luxe, à acheter des beaux vêtements, des belles vacances et tout. C'est là que c'est très dur, quoi. Et la chute, elle est d'autant plus importante parce que toi, j'ai vu tes stories, la manière dont tu communiquais notamment sur tes réseaux. Il y a eu beaucoup de colère à un moment donné. Énormément, et, ouais. Je l'ai senti. Et puis ensuite, t'es passé dans une forme de tristesse, voire même de fatalisme. Et après, je me suis même un peu inquiété pour toi en me disant, est-ce que ça va au niveau de... Tu sais, c'est une grande problématique aujourd'hui, la dépression chez un footballeur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'état d'esprit, le mood, d'une manière générale? Bah, déjà, ouais, il y a eu beaucoup de colère. J'étais très énervé. J'ai de la chance d'avoir ma femme et mes enfants pour me canaliser. Parce que sinon, je pense que j'aurais pu réagir différemment aussi. Parce qu'être pris pour, désolé du mot, mais un con tous les jours, à un moment donné, tu as envie de réagir. Mais on a essayé de rester le plus calme possible. Et après, ouais, beaucoup de tristesse parce que, voilà, comme j'ai dit, je me suis battu pour en arriver là. Et que des gens viennent et détruisent ton rêve, détruisent ton métier et mettent en péril la suite de ta carrière comme ça, pour moi, c'est inadmissible et c'est pas normal. Et après, voilà, bah, faut rebondir, faut relever la tête et repartir de l'avant. Et puis, si c'est dans le foot, tant mieux. Si c'est hors du foot, voilà, il y a d'autres projets. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont s'ouvrir à nous et à nous de rebondir. Ce projet semble quand même t'avoir un peu dégoûté du ballon. Ouais, bah, je savais déjà que c'était un monde à part, avec beaucoup d'égoïsme aussi. Là, tu t'en rends compte. Je m'en rends compte, ouais. Et voilà, ça a fait que confirmer, on va dire, un petit peu ce que je pensais déjà. Un monde de requins aussi. Quand on voit la façon dont certaines personnes ont fait croire qu'ils allaient reprendre le club et ont joué avec des gens, des familles entières, ouais. Je trouve ça dégoûtant. Effectivement, ils ont bien joué leur coup. Ouais. Et je suis le premier concerné, le premier témoin de ça. Thomas, tu voulais... Non, moi ce qui m'interpelle, c'est que ça arrive beaucoup trop souvent dans le football belge. C'est pas le premier cas, je pense notamment à Moucron déjà de 1. Mais il y a eu Lokeren aussi qui a connu le même issue. Il y a plein de clubs et je me dis comment c'est possible. Et du coup, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que le problème se situe plutôt au sein de la Pro League ou autre, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que la Pro League devrait renforcer ses règles parce que c'est pas possible que ça arrive autant de fois. Et je vais encore donner l'exemple de Moucron parce que je l'ai vécu de manière intense aussi. Mais chaque saison, on était à la limite de la faillite et à chaque fois c'était une question de licence ou pas. Il y avait des clubs qui contestaient parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des magouilles, qu'il y avait des trucs qui se passaient pas très bien et la Pro League n'a jamais fait des efforts pour justement contrer tout ça. Ouais. Et on voit la preuve, encore une fois, la même histoire, on change de propriétaire, il y a des choses qui vont pas, c'est trop dommage parce que tous les clubs vont mourir à force. Je pense qu'il y a surtout une question de moyens parce que la commission des licences se fige et passe tout simplement son accord sur base de lettres d'intérêt parce qu'ils n'ont pas tout simplement les moyens pour investiguer et connaître l'origine réelle des fonds. Il n'y a pas d'Interpol, il n'y a pas de vrai DNCG, il n'y a pas de gendarme du football belge. Mais ça n'existe pas. Je trouve ça honteux, normal, ça. Une lettre d'intérêt, et avec une lettre d'intérêt, c'est bon. C'est fou. Une lettre d'intention, exactement. Ouais, d'intention, c'est ça, en expliquant les promesses de ce qui va être investi. Pas besoin de garantie, c'est horrible. Pas besoin de prouver que tu as l'argent. Et pour moi, c'est surréaliste.
Après, il y a beaucoup de fumées aussi qui sont données par les avocats, des gens qui introduisent les lettres. Et ça induit en erreur. Mais c'est un peu l'objectif aussi des gens qui veulent racheter les clubs. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va quand même essayer de faire un coup financier. Et donc, pour essayer de pas se faire stopper, on va mettre tous nos moyens dans la bataille. C'est de la filouterie, on est d'accord, pour faire en sorte de pas être stoppé par la commission des licences. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans des situations avec le Standard de Liège qui, je peux vous le dire maintenant, source confirmée, a 82 millions d'euros de dettes. Donc il y a quand même des offres, et aujourd'hui au moment où on se parle, il y a des offres qui ont été transmises, ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la semaine, mais vous vous rendez compte de l'état du truc. On doit arriver à un club historique qui a 82 millions de dettes pour à un moment donné se dire, ah ouais, en fait il y a un problème, il se passe quelque chose, la commission des licences devrait peut-être essayer d'interdire, et à chaque fois les interdictions c'est une semaine. Je veux dire, à un moment donné, si le projet n'est pas bon, c'est dès le départ qu'il faut pouvoir le stopper. Sûr. Et ça, Aden, je pense qu'ils auraient dû le comprendre à un moment donné. Nous, c'était pareil, on avait toujours des reports, 15 jours, 10 jours. Ils avaient toujours le temps de, pour au final ne rien faire. Et dès qu'ils passent à la commission des licences, c'était tout le temps comme ça. Mais ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est la primauté au capital, la primauté aux propriétaires par rapport aux employés, aux footballeurs qui sont vous. Normalement, cette commission des licences doit protéger les footballeurs qui sont sur le terrain. Donc c'est vous qui devez être les premiers protégés. Donc ça veut dire que le côté rigueur, discipline, il doit d'abord être apposé aux propriétaires, pas aux salariés. Et ça n'a jamais été le cas. Mais oui, si à un moment il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas possibilité de payer, il fallait stopper. Non, ils ont prolongé ça. Et nous, ça a prolongé nos problèmes de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Pendant ce temps-là, on devait continuer à venir à l'entraînement, on nous a retiré nos voitures, on nous a retiré nos cartes essence, on n'avait plus de salaire, mais il fallait continuer à venir, s'entraîner tous les jours, aller jouer les matchs, plus de repas pour jouer les matchs. Donc, t'es quand même professionnel, tout le monde a un repas avant les matchs. Nous, on mangeait des pâtes dans le bus que nous-mêmes, on avait payé. C'était surréaliste pour un club qui se dit professionnel et qui joue même en D1B. Ouais, c'est absolument honteux, effectivement. Et merci en tout cas pour ce témoignage. Bon, William, on va avancer dans l'émission et repasser sur des choses un peu plus glorieuses. Donc, je vais te demander de prendre tes petites pancartes, messieurs, également. On va partir sur le d'accord, pas d'accord. Et on va commencer avec la nouvelle du jour. Effectivement, c'est le limogeage, tout simplement, de Wouter Vrancken. Alors, la question, ou plutôt la phrase, elle est assez simple, sur laquelle vous devriez être d'accord ou pas, d'ailleurs. Les dirigeants du KA Kent ont eu raison de virer l'entraîneur belge. Quentin. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. D'accord et d'accord. Oh là, on est sur une unanimité absolument totale. À qui est-ce que je donne la parole en premier? Allez, t'as été le plus vindicatif, c'est parti, mon Quentin. Oui, c'est logique parce qu'on est tous témoins du niveau affiché sur le terrain par les joueurs de Gand. Donc c'est aussi lié au coach parce que quand on regarde la valeur des joueurs, il y a des joueurs très intéressants. À la Gantoise, il y a des bons petits joueurs, que ce soit dans toutes les lignes. Donc c'est un peu dommage. Je pense que c'est vraiment une très bonne décision de la direction de Gand de se dire voilà, ici on est 6e, on est à un point de ne plus être dans les playoffs 1, c'est maintenant qu'on doit agir. Si on n'agit pas maintenant, on pourrait rater ce train des playoffs 1. Et qui dit rater le train des playoffs 1, dit pourrait aussi un manque à gagner financièrement, dit des droits télé, enfin c'est tout un consensus qui s'ensuit. Donc, ils devaient agir maintenant. Maintenant, faudra bien voir qui ils vont mettre à la place de Vrancken. Mais franchement, oui, il fallait agir parce que la qualité proposée, j'ai vu plusieurs fois la Gantoise depuis les stades cette saison, ça fait peur. Hein. Thomas, tu sais que les causeries d'avant-match du côté de la Gantoise étaient appelées par les joueurs de Wouter Vrancken des funérailles. Ouais, après moi j'ai envie de dire, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais c'est un peu l'arroseur arrosé, la roue tourne. Le fait que Wouter Vrancken soit parti à la Gantoise ayant quitté Genk pour rejoindre un autre club alors qu'il était sous contrat, qui avait fait du bon boulot, pour moi c'est un peu comme tu disais l'arroseur, enfin la roue qui tourne, parce que c'est un peu bien fait, comme le disait William dans son témoignage. C'est un monde de requins, on pense qu'à soi, l'égoïsme. T'avais un bon contrat, un club qui te fait confiance, tu décides de partir, de quitter pour aller voir ailleurs, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Bah aujourd'hui c'était pas le cas. Genk a recruté un super entraîneur, performe super bien, et dans le top du classement. Aujourd'hui Vrancken est 6e avec la Gantoise et se fait virer. Donc pour moi à sa place je n'aurais jamais quitté Genk et je serais resté. Donc pour moi, il a eu quand même des bons moyens. Hein, ouais, Thomas. Donc voilà, pour moi c'est un peu le karma. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs il a choisi le projet de la Gantoise, l'entraîneur le mieux payé du championnat de Belgique, hein, plus de 2 millions d'euros bruts par an, c'est absolument énorme. Et effectivement, voilà pourquoi il a voulu casser son contrat, il voulait saisir une opportunité financière. Il n'y a pas nécessairement l'objectif d'aller chercher du verre ailleurs. C'est sûr. Ça c'est
Est-ce que parfois aussi les choix d'argent, ça peut faire, on va dire, se trouver dans une mauvaise voie ou plutôt faire choisir une mauvaise voie, William? Ouais, bien sûr. On sait aussi que c'est le nerf de la guerre. Comme je disais, c'est des contrats de courte durée. Donc, certains se disent que tout ce qu'il y a à prendre, faut le prendre. Et je pense, moi, honnêtement, que ça doit pas être l'objectif principal et que le foot et ton bien-être et ton bonheur doit rester la priorité. Après, des fois, il y a des offres qui sont vraiment impossibles à refuser. La décision Walter Vranken viré, tu penses que c'est correct? T'es d'accord avec ça? Tu trouves ça logique au vu de ce qui se passe du côté de la Gand reste un grand club et quand tu vois qu'ils sont à 1 point de sortir des playoffs et que derrière c'est le Standard qui est 1 point derrière eux, quand tu compares les effectifs et les situations des clubs, tu te dis que il y a un problème. Ouais. On va comparer d'ailleurs les effectifs un petit peu plus tard dans l'émission. Ce sera pour la patte de l'expert. On vous réserve ça juste après le match de la semaine. Mais reprenez vos pancartes, messieurs, parce qu'on est reparti pour une nouvelle phrase. Et cette fois-ci, on va aller directement sur les Diables Rouges. Et oui, ça bouge du côté de la fédération à Tubize. En négociation pour devenir coach des Diables, Lopetegui présente le profil idéal pour dynamiser l'équipe nationale. Pour et contre. J'ai 2 avis pour et 2 avis contre. Ok, donc on va dire on est nuancé du côté. Normalement, tu peux pas faire ça. Hein. C'est ou la croix ou le V, mon cher. J'ai mon joker. J'utilise mon joker. Voilà, c'est un joker une fois de temps en temps, mais sinon, voilà, ce sera pas le cas la semaine prochaine. Je te le dis direct. Thomas. J'ai aussi envie d'utiliser mon joker, mais je vais pas le faire. Je vais me mouiller, contrairement à certains. Donc je vais dire oui. Mon antagoniste préféré. William n'est pas d'accord. Ah, c'est intéressant. Je vais aller vers toi, William. Pourquoi tu trouves que ce n'est pas l'entraîneur idéal pour dynamiser l'équipe nationale, Roulen Lopetegui? Bah, j'ai vu la shortlist et je me dis que si vous voulez peut-être gagner quelque chose un jour, pourquoi pas prendre un Français? C'est bon, on coupe l'émission. C'est fini. Oh là là, non. Je l'aimais bien, mais tu peux disposer. C'était le débat de la semaine dernière. On voulait pas de français, de toujours tout ramener à vous. C'est quand même assez incroyable. Non, mais plus sérieusement, tu penses qu'un entraîneur comme Thierry Henry, qui par exemple connaît le groupe, pourrait être plus intéressant dans la gestion de l'effectif? Non, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont milité pour Thierry Henry, donc voilà, on sait que la relation humaine aussi entre un entraîneur et ses joueurs est très important, donc pourquoi pas tenter Thierry Henry. Et surtout, ce qu'on dit souvent, c'est que, enfin ce qu'on a dit d'ailleurs en interne, c'est que c'est lui qui pourrait avoir la clé avec Romelu Lukaku, qui est véritablement le patron de ce vestiaire, en lui disant, écoute, voilà, à un moment donné, t'es pas bon, tu vas sur le banc. Est-ce que ça aussi, ça peut être vraiment fondamental pour la gestion d'un groupe? Savoir dire non aux joueurs? Bien sûr, c'est très important. Et je pense que lui, il va être très bien placé pour le faire. Surtout s'il a une relation particulière avec Lukaku, ce sera plus facile. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose pour la Belgique. Ok, donc pas d'accord au niveau de Roulen Lopetegui. Tu m'as pas dit pourquoi, hein, tu n'étais pas d'accord. Mais je vais donner la parole à Thomas et après, pourquoi pas, ça pourrait enclencher un débat. Moi, je veux dire d'accord aussi parce que c'est aussi dépendant de la shortlist qui a été divulguée. C'est le meilleur profil de ce qu'on nous propose. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai dit oui, mais c'est pas forcément le profil idéal pour la Belgique à ce jour. Pour moi, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je pense plutôt au sélectionneur néerlandais. Mais non, Lopetegui, c'est à part avec l'Espagne, je vois pas trop ce qu'il a fait de fou à part ça. Donc ouais, non, sa carrière ne fait pas rêver. Donc après, il a le bénéfice du doute. J'ai envie de faire confiance parce que justement, je veux un entraîneur frais, un qu'on connaît pas. Moi personnellement, je le connais pas trop non plus, donc je peux pas forcément juger à 100%. Donc je suis d'accord dans un certain sens et j'ai envie de lui donner ma chance quand même, mais je suis pas hyper convaincu non plus. Après la réflexion de Vincent Manhart, et je te donne la parole dans un instant, Quentin, elle est très claire. On avance sur des gens qui ont déjà cette expérience de sélection. Et ça, c'est extrêmement cohérent, je trouve, de la part du directeur technique national, parce qu'on a évidemment le succès de Roulen Lopetegui avec l'Espagne, où il n'a pas perdu un match, mais surtout champion d'Europe avec les U21, champion d'Europe avec les U19 de l'Espagne. Alors d'accord, c'est pas la même qualité individuelle, on s'entend, mais quand on regarde derrière le processus d'analyse de Vincent Manhart, il a proposé également le choix, ou en tout cas la sélection à Kasper Holschmann, également un ancien sélectionneur, et puis Thierry Henry a quand même été vice-champion olympique il y a quelques mois maintenant avec l'équipe de France U23. Donc on est quand même dans la réflexion de dire on cherche un sélectionneur bien plus qu'un entraîneur qui pourrait être à un moment donné lassé par le travail du day-to-day quotidien. On dit souvent que les entraîneurs en ont un peu marre de ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi eu Van Bommel qui était aussi dans les discussions, qui n'avait été il y a aussi eu Conceição avant qu'il aille à l'AC Milan. Donc je pense qu'il n'est pas forcément braqué là-dessus, mais je te rejoins sur le fait que Lopetegui, pour moi, c'est deux
qualités, c'est quoi? C'est que c'est un coach des sélections. Il a fait du bon boulot avec les sélections. Et c'est un coach de jeunes. On sait qu'on a besoin justement de passer cette transition, de passer dans cette nouvelle génération avec des jeunes. Et donc, lui, c'est travailler avec les jeunes. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien chez lui. Ce que j'aime moins, c'est ses expériences à l'étranger, notamment Wolverhampton, West Ham, ça s'est pas bien passé. Aussi, également, c'est que moi, perso, en tant que Belge, j'aimerais bien voir un Belge. Donc, j'ai pour ça 2 arguments pour, 2 arguments contre. Donc, il y a à boire et à manger dans les 2 côtés. C'est peut-être pas le candidat idéal, le candidat parfait, mais c'est un candidat qui a du potentiel. Voilà, et aujourd'hui, la principale clé de l'arrivée de un profil comme Julen Lopetegui, on rappelle, il y a une réunion qui doit se tenir cette semaine entre Vincent Manhart et l'entraîneur espagnol, c'est évidemment le plan financier qui lui sera proposé, parce que si il parvient à continuer à toucher ses indemnités de départ du côté de West Ham United et qu'il reçoit le salaire qui lui est donné, c'est-à-dire approximativement 700 000 € bruts par an, alors il pourrait y avoir effectivement une possibilité pour Julen Lopetegui économiquement de s'en sortir. Elle est là la clé, il est là le nœud. S'ils ne parviennent pas à trouver financièrement un deal, alors forcément Vincent Manhart ira sur un autre profil qui ne sera donc pas prioritaire, quoi. C'est un peu la clé d'analyse. Mais bon, wait and see. De toute façon, il y a des choses qui vont bouger dans quelques jours, voire même dans quelques heures. Ça, évidemment, c'est un timing que l'on ne maîtrise pas. C'est une évidence. Le d'accord, pas d'accord maintenant, messieurs les pancartes sur le Sporting d'Anderlecht. Le Sporting d'Anderlecht, pourquoi? Parce que je me suis fait une petite réflexion avec cette victoire contre Courtrai un petit peu au forceps et je me suis mis dans la place des supporters du Sporting. Alors, est-ce que justement les fans des Mauves peuvent être satisfaits par la victoire au stade des Éperons d'Or? Quentin, d'accord, pas d'accord? Je suis pas un fan d'Anderlecht, mais à leur place, je serais satisfait. Satisfait, ouais. Satisfait. Comment est-ce qu'on peut être satisfait après une prestation relativement laborieuse? Je vais donner la parole à Thomas parce que t'as beaucoup commencé là-dessus, Quentin. Je suis sûrement d'accord. Vas-y, je t'écoute. Moi, je dirais qu'ils peuvent être satisfaits parce que premièrement, le premier but a été inscrit par Thorgan Hazard, donc c'est plutôt bien. Ça va lui donner confiance et sa première titularisation depuis avril. Et deuxièmement, le nouveau transfert a marqué un but, donc c'est plutôt prometteur. Donc c'est 2 facteurs quand même assez intéressants, mais il faut pas oublier surtout, ça je suis un peu plus inquiet pour eux, c'est que bon après il y a des circonstances qui font que, mais la première mi-temps elle était quand même pas très bonne, mais faut savoir qu'ils ont quand même joué dans une semi-équipe B, donc ils ont fait tourner, donc a priori vu les circonstances de match, le but de Hazard et Huerta, je pense que ils peuvent être plutôt satisfaits, c'est 3 points très importants. Mais ça confirme encore une fois que Courtrai dans le jeu sait y faire, hein. Même s'ils ne parviennent pas à gagner véritablement les rencontres à chaque fois. C'est très brouillon en Courtrai. C'est très brouillon. Tu n'es pas d'accord avec ça? C'est très brouillon. Okay. On met des joueurs à des positions, on se demande pourquoi. Ivan Dorag n'a encore jamais gagné depuis son arrivée à Courtrai. Ils vont tout droit vers la D1B malheureusement, mais c'est la réalité aujourd'hui. Tu vas devoir aller les voir en Challenger Pro League, Thomas. Bah moi j'y vais parce que mes potes me demandent d'aller. Moi je les accompagne, mais moi je préfère aller voir Moucron en P1, ce que j'ai fait ce week-end d'ailleurs. C'est un magnifique stade d'ailleurs. Ouais. En plus, franchement, j'ai hâte de voir ce stade un petit peu plus rempli. Ouais, plus rempli, mais il y a des rumeurs qui vont le démolir. Il y a des rumeurs qui ont été lancées. Le stade de Moucron, historique pour le football belge, serait détruit. Il serait potentiellement détruit, c'est des rumeurs qui courent, j'espère pas que ça sera le cas, parce qu'il est encore utilisé aujourd'hui. C'est une info, j'y étais samedi, c'était le derby, c'est bizarre à dire, mais Moucron-Luynes, ils ont gagné 5-0 d'ailleurs, mais oui, il y a des rumeurs. Satisfaisante alors cette victoire du Sporting d'Anderlecht face à Courtrai, mon cher William? Ouais, comme il disait, en plus t'as Thorgan Hazard qui marque, t'as ta recrue qui marque, tu prends pas de but. Donc je pense qu'ils peuvent être satisfaits et surtout qu'aller jouer à Courtrai, c'est jamais facile. Est-ce que ce Sporting-là va pouvoir véritablement monter en régime et arrêter de se faire surprendre à domicile comme il l'a, comme qu'il a parfois pu l'être notamment face au club de Bruges, Thomas? Je pense que oui, parce que je trouve que le changement de système il est plutôt intéressant aussi. Je pense notamment à le jeune sur le côté gauche qui a tiré sur le poteau. Je le trouve, Ali Mama. j'avais oublié son nom.
Je le trouve vraiment intéressant et je trouve le système est plus adapté à ce noyau d'Anderlecht. Et le nouveau Brésilien qui est arrivé, je l'ai trouvé aussi très intéressant et bon défensivement. Donc c'est plutôt prometteur. Je pense que d'ici les playoffs, comme je le disais, ils peuvent potentiellement être champions. Voilà, et aujourd'hui, au moment où on se parle, le Sporting d'Anderlecht continue à aligner les éléments puisque Lucas Hey devrait arriver. Donc c'est un joueur qui va coûter à peu près environ 3 millions d'euros, qui va s'engager jusqu'en juin 2029 avec le Sporting d'Anderlecht. Ça veut dire qu'on passe à une défense à 3 là du côté du Sporting. Bien sûr. C'est sûr, mais c'est mieux. C'est certain? C'est trop, ouais, bah oui, Est-ce que c'est la philosophie d'Anderlecht de passer à 3 défenseurs? A priori non, mais ça n'était pas de Bruges non plus. Ils ont été champions dans ce système aussi, donc moi j'y crois. Toi, t'aimes bien le système à 3. Ouais, j'adore. À chaque fois qu'on te pose la question, moi j'adore. Moi c'est mon système préféré. J'adore les pistons. Moi pour moi c'est vraiment une valeur sûre dans le football. J'adore. Toi, en tant que gardien, tu préfères jouer système à 4 ou système à 3? Ouais, après ça dépend des profils des joueurs, mais c'est vrai que j'ai eu aussi des bonnes périodes avec système à 3. Ouais. Donc voilà. Et pour le Sporting, avec Simic, avec Adrielson, avec Lucas Hey, qui reste quand même un défenseur central international danois, donc il y a quand même une qualité, 21 ans, c'est un vrai prospect. Tu penses que ça pourrait convenir, notamment avec l'identité de ce qu'on attend du Sporting d'Anderlecht? Ouais, ça peut convenir. Après, c'est le plus important, c'est les joueurs. S'ils se sentent bien dans ce dispositif, alors il faut continuer. Eh ben, écoute, on va continuer, nous aussi, notre d'accord, pas d'accord, avec la dernière petite phrase. Grâce à ces 3 succès de rang, l'Union Saint-Gilloise est de retour dans la course au titre. Quentin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Pas d'accord! Pas d'accord! D'accord! Yes! On a un débat! Enfin! Dans ce d'accord, pas d'accord, ça fait plaisir. Il veut signer à l'Union, je pense. Non. Tu vas être le numéro 3 derrière Maurice et l'autre numéro 3 carrément. Bah, tu rentres dans un groupe pro, allez, tu t'amuses pour te faire plaisir. Mon cher Quentin. Non, pas d'accord, parce que pour moi, clairement, Genk et Bruges sont largement au-dessus de cette équipe de l'Union. L'Union qui doit aussi tout donner pour l'Europa League. Ils jouent ce jeudi un match très important contre Braga. Ils sont à la limite de ne pas être qualifiés pour les 16e de finale, donc ça va être important. Ce que Genk n'a pas. Est-ce que Bruges, honnêtement, on l'a encore vu ce week-end, une équipe B alignée à quasi une valeur marchande de 50 millions d'euros, ce qui est la valeur marchande de l'équipe A de l'Union. L'équipe B de Bruges est tellement incroyable que, honnêtement, non, il y a vraiment cette différence entre Bruges et Genk et par rapport à l'Union. Ils devraient se battre pour cette 3e place, qui serait déjà un très bon résultat pour l'Union, mais je pense que cette année, non, ils seront pas dans le titre. Qu'est-ce que William Dutoit a à répondre à tous ces arguments maintenant? Pourquoi l'Union Saint-Gilloise est de retour dans la course au titre? Moi je pense qu'avec l'Union tout est possible. Donc pourquoi pas, et peut-être que les années précédentes, on les attendait un petit peu à faire quelque chose, à se dire peut-être qu'ils peuvent être champions. Cette année, on dit non, donc ça va peut-être être leur saison, justement, un peu moins de pression. Et pourquoi pas, et puis moi, ça me plairait de voir l'Union le faire. Tu les trouves meilleurs dans le rôle du chasseur? Ouais, ok. Pourquoi pas. Ils ont un problème cette année, je trouve, au niveau de l'effectif. Par exemple, un Castro Montes qui se reblesse encore, un McAllister qui est blessé, un Machida qui n'est pas en forme, un Lapoussin, un Namani qui sont poussés vers la sortie. Donc je trouve qu'il y a vraiment un peu un brouillard, je trouve, sur l'effectif de l'Union cette saison, qui pour moi leur portera... Il faut de nouveau relancer Lapoussin. C'est vrai que Lapoussin, c'est incroyable. Ouais, mais là, il est entré, il est sorti, il est entré, il est sorti. C'est une boîte de nuit ou c'est un club de foot? Bah, c'est ce qu'il aime bien, de toute façon. C'est vrai, c'est super comme réflexion. Bah oui, c'est vrai que rentrer à 7h du matin pour l'entraînement, c'est un petit peu compliqué. Ça le représente bien, on va dire. Ouais. Mais non, moi, pour revenir sur ce qu'on disait, pour moi, c'est comme il disait aussi Quentin, c'est beaucoup trop brouillon. Et je trouve que si on compare les 3 saisons précédentes, je trouve que l'Union, sur le plan défensif, c'est beaucoup plus brouillon que les saisons précédentes. Je les trouve pas tranchants, pas au niveau. De toute façon, on le voit, on met des Machida alors qu'il y a encore un an, il allait potentiellement signer à Tottenham. Aujourd'hui, il se retrouve sur le banc. Il y a beaucoup de changements dans le système au milieu de terrain. On n'a pas forcément remplacé Puertas à sa juste valeur. Donc non, pour devenir champion, je pense pas. Pour moi, il y a, comme il disait Quentin, Bruges et Genk. Et bien évidemment, Anderlecht aussi. Et donc une saison réussie pour l'Union, c'est juste une saison... L'Europe, et toucher l'Europe. Moi, je trouve que, ouais, pour moi, c'est ce qu'ils doivent viser, ce qu'ils vont faire de toute manière. Ça, je pense qu'ils vont le faire d'une manière ou d'une autre. À mon avis, dans les budgets prévisionnels, c'est ce qu'on a dit aussi. Aller chercher une qualification en Europa ou en Conference League, c'est sans doute aussi ce qu'il y a dans les moyens actuellement de l'Union Saint-Gilloise. C'est le statut du club, je trouve. Voilà. Faut pas viser. C'est déjà très bien. Il y a peu de temps, ils étaient en D2. Ouais, exactement. Ils travaillent sur une solution offensive encore, notamment un profil comme ils en ont plein. Marc Guigé
Challenger, qui est un attaquant de 20 ans, donc c'est pour rentrer un peu dans la rotation, et qui est un attaquant qui joue en Challenge League, deuxième division suisse, du côté du FC Schaffhausen. Bon, il y a eu un changement d'actionnariat dans ce club suisse, donc il y a eu une première offre, mais ça a eu ensuite un petit arrêt, donc on va voir si l'Union arrive à terminer ce dossier ou pas, mais oui, ils vont essayer en tout cas de encore se renforcer offensivement parce qu'ils sont pas nécessairement convaincus par notamment les quelques les quelques joueurs. Ils en ont Fousseni, David, Ivanovic, Rodriguez. Mais alors qu'on pensait que franchement Pocognoli, en tout cas avant les fêtes, avait vraiment trouvé son offensive et ses éléments offensifs, là on sent que c'est un peu moins fluide, que ça pioche un peu quoi. À cause de l'enchaînement des matchs. Il devait aussi préparer le match contre Braga, c'est pour ça que je pense que c'est David qui sort à la mi-temps. Ici, non, je pense que c'est David qui sort à la mi-temps et c'est Ivanovic qui joue tout le match. Ici, David, par contre, je trouve ça bizarre de le sortir à la mi-temps, sachant qu'il est pas sur la liste pour jouer en Europa League. Donc il est pas sélectionnable pour jeudi. Moi, j'aurais peut-être alors plus laissé reposer un Ivanovic et j'aurais plus laissé David jouer les 90 minutes. Je pense que c'était une blessure, je pense. Parce que du coup, il va devoir faire avec Fousseni et Ivanovic ici jeudi. Mais je pense que l'enchaînement des matchs, et c'est ce qu'on a vu ici dans cette saison, que l'Union avait des résultats en dents de scie à cause justement de cet enchaînement de matchs. Ah, ça s'essouffle. C'est à voir. Est-ce que justement, si tu peux penser que l'Union doit viser le titre, alors il faut qu'il soit sorti de l'Europa League. Intéressant, merci pour ton analyse. On va passer maintenant au match de la semaine, bien évidemment. Le Standard de Liège est venu à bout de l'ogre Canarie. Saint-Tron, évidemment, Saint-Tron Standard, ça s'est terminé par 2-1 en faveur des Liégeois. Et donc, ils sont actuellement 7e au classement, à un petit point du top 6. Le RSCL va-t-il jouer les playoffs? Non. Non? Non. Ok, c'est intéressant. Il y a pas de d'accord, pas d'accord. T'inquiète pas pour les pancartes, on peut les remettre. Mais est-ce que le RSCL va jouer les playoffs 1? On a déjà quelqu'un qui dit non ici. Bah moi je dis non et j'espère surtout qu'ils vont pas les jouer parce que punaise. Waouh! Thomas espère que le Standard ne sera pas en playoff. On va encore me critiquer, on va dire que je suis anti-standard. Maintenant tu dis anti-standard. Non, honnêtement, franchement, désolé, le match face à Saint-Tron, j'ai vraiment de la peine pour Saint-Tron parce qu'ils ont été nettement meilleurs que le Standard et le fait que le Standard ait pu prendre ces 3 points au Stadion, franchement, ça me fait limite mal au cœur. Ouais, il y avait la chatte à Dédé, maintenant il y a la chatte à Ivan. Ah non, mais c'est horrible. Ouais. Qu'est-ce que c'est moche comme Tant mieux pour le Standard, mais comme il dit, c'est sûr que c'est pas très beau à voir. Après, ça reste efficace, donc ce qu'on demande dans le foot, c'est l'efficacité. Un penalty provoqué, un penalty transformé, et puis derrière le but... Ouais, un poteau, alors que juste avant, la KSC fait poteau, il rentre pas dedans, il y a pas de suite. Eux, ils font un poteau, Ayensa, il tire dans le but et il y a pas hors-jeu non plus, donc c'est vraiment de la chance. Voilà. La chance, tu la provoques aussi. Et Isaac Price qui donc fait son meilleur match juste au moment de partir. 2 heures avant de prendre l'avion. Allez, on est super bon, magnifique. T'as vu qu'il était bon? C'est frustrant, hein? Non, frustrant non, parce que moi j'ai toujours prôné qu'il devait partir parce que je vais souvent au stade et honnêtement c'est calamiteux. Je dis pas, il a du potentiel. Hein. Je pense que la D2 anglaise peut être un championnat qui peut lui réussir. Mais ici, le climat du club, l'équipe, tout ça, non, il devait partir et c'est bien que le Standard prenne un peu d'indemnité. Donc justement, voilà pourquoi moi j'ai dit non, parce que c'est des eaux troubles. C'est déjà très très bien et c'est incroyable, je trouve, que le Standard soit à cette 7e place, quand tu sais que c'est 7-7-7 qui gère ce club, quand tu sais tout ce qui se passe. Mais William peut en témoigner, à être dans un club comme ça doit vraiment pas être facile. On a notamment tweeté aussi qu'il y avait eu des retards de paiement à des moments et tout pour les joueurs. Ça doit pas être facile. Se retrouver dans cette 7e place, sachant qu'il y a eu tout ça, je pense c'est pour ça que je dis c'est déjà incroyable et honnêtement, être dans ce ventre mou serait une très bonne saison et une saison réussie pour moi, pour le Standard. Et il faut juste penser à autre chose, c'est le rachat du club et espérer qu'après la pluie, il viendra le beau temps et que du coup, ce sera meilleur pour le Standard. Et quand tu vois l'effectif aussi, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en D1B et ils ont fini dernier en D1B1, ils sont descendus. Effectivement. On se rappelle d'Isaac Hayden qui avait quitté le club parce qu'il ne supportait pas de ne pas être payé et il avait quitté en janvier 2024. Après, j'ai peut-être dit que le Standard c'était horrible et tout et c'était pas beau à voir, de toute façon c'est la vérité, mais il faut vraiment remettre l'église au milieu du village. Ce que Ivan Leko fait, c'est quand même exceptionnel parce que avec un noyau pareil, être à 1 point des playoffs 1, franchement je lui tire mon chapeau parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Le jeu ne convainc pas et ne conviendra à personne. Je pense que les supporters du Standard sont peut-être contents d'être 7e, je sais pas, tu pourras peut-être en témoigner, mais le jeu qu'il propose, moi s'ils vont en playoff 1, je regarde pas les playoffs 1, je vous le dis. Il y a une grosse différence, par exemple, pour revenir, je trouve que c'est les opposés, c'est Charleroi et le Standard. Charleroi joue bien, ne prend pas de points. Ouais. Le Standard joue mal,
il prend des points. Qui est devant l'autre aujourd'hui? Le Standard. Le Standard arrive à prendre des points sans bien jouer et au final, comme William le dit, c'est ce qui compte. C'est les 3 points. Anderlecht, ce week-end, a pris 3 points super importants en court trait, sans, comme tu l'as dit, sans avoir bien joué en première mi-temps. Et donc là, clairement, Ivan, et c'est là qu'il est très 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 fort, c'est savoir prendre les points où il faut. C'est savoir se dire, on s'en fout de comment on joue, nous ce qu'on veut, c'est gagner. Il a dit, même lui, il a changé un peu cette idée pendant 2-3 matchs cette saison, parce que la presse, parce que Tchak lui disait, non, le jeu que tu proposes, honnêtement, c'est atroce. C'est horrible ce que tu proposes. Absolument. Ok, c'est vrai, tu as raison, je vais changer ma philosophie. Bam, 3-0, 5-0 et tout. Oh, non, moi je vais revenir à ma philosophie. Hop, leur Standard, il est remonté. Donc non, il doit rester comme ça. Mais par contre, j'aimerais bien les voir en playoff 1 pour une chose, parce qu'on sait que le Standard, c'est quelque chose contre les grands clubs. Et je pense que ça peut vraiment être l'arbitre de ces playoffs s'ils sont en playoff. En tout cas, ce serait une grande réussite pour la direction actuelle parce que avec ce qu'ils ont traversé comme marécage, arriver à 1 point des playoffs 1, c'est vraiment un exploit. Surtout quand tu sais ce qui se passe au club, c'est clairement ça. Non, par contre, sur son match, moi, j'aimerais bien mettre en valeur le travail de Felice Mazzu parce que je trouve que le jeu proposé par Saint-Tron est vraiment agréable à regarder. Malheureusement, ça ne rapporte pas de points, c'est pas forcément très efficace, mais je suis même prêt à dire qu'ils ont l'une des meilleures lignes offensives de notre championnat avec un Lamkelze, Bertaccini, Brahimi, c'est exceptionnel. Et derrière, en 10, en faux 10, on va dire, t'as un Ito, franchement, je le vois de semaine en semaine, il grandit, il évolue, c'est un excellent milieu de terrain, ils sont exceptionnels, et en défense, c'est pas mauvais, et t'as un Patrice aussi qui est très bon sur son couloir droit, et il joue avec 2 pistons, et 3 derrière, c'est ce que je préfère. Mais ils vont se sauver oui, au moins via les playdowns, c'est évident, avec ce qu'ils proposent, avec les joueurs de qualité qu'ils ont devant. Ça manque de chance. Bah oui, mais il en serait vraiment incroyable que ce soit autrement, quoi. Ouais, je trouve même qu'ils ont un potentiel pour être, vraiment, quand tu regardes le noyau, pour moi, ils ont un potentiel de playoff 1. Vraiment, ils pourraient aller décrocher une place. Ils ont vraiment mal démarré aussi. Ouais, ils ont mal démarré. Bah, après, le noyau était très mauvais en début de saison. Ça n'a rien à voir avec le noyau d'aujourd'hui. Mais ils ont un vrai potentiel. Je trouve que c'est dommage. C'est souvent comme ça, Saint-Tron, hein. En ce moment, ces dernières années, ils font souvent leurs recrues vraiment à la fin du mercato. Du coup, toute la préparation, ils ont vraiment un groupe affaibli. Et je pense qu'ils perdent du temps et des points à cause de ça. Tu sais que c'est vraiment intéressant que tu sois ici, William, parce que Saint-Tron, c'est un club qui est là, qui se maintient, qui est dans le ventre mou, qui existe, qui fait parfois des exploits, qui montre des belles choses, mais dont l'intérieur, les coulisses, c'est relativement nébuleux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à Saint-Tron, on ne sait pas comment ça se gère. Oui, évidemment, quand on est dans le métier, qu'on a des infos dans les coulisses, on comprend un peu les tenants, les aboutissants, mais toi qui as joué pendant des années, est-ce que tu peux nous expliquer, décrire aux gens qui adorent le football belge et qui nous écoutent, c'est quoi vraiment Saint-Tron à l'intérieur, comment ça se vit? Est-ce que tu peux nous donner des clés par rapport à ça? Moi, c'était pas du tout la même direction. J'ai pas connu cette direction, c'est japonais maintenant. Exactement. Moi, c'était l'ancienne direction, c'était Roland Duchâtelet. Moi, en Belgique, c'est mon club de cœur. Saint-Tron, j'ai passé des moments fantastiques là-bas. Ça s'est super bien passé. C'est vraiment un club agréable, avec des supporters qui aiment leur club, sont toujours derrière les joueurs. Donc, c'était vraiment une très belle période et c'était vraiment très chouette de jouer là-bas. Et je pense que encore maintenant, même si c'est un peu plus difficile, les supporters sont toujours là. Ils font pas de vagues. Voilà, qu'il y ait des bons ou des mauvais résultats, ils sont toujours derrière leur équipe. Et c'est un chouette club, vraiment très agréable pour jouer. Elle est là, alors la clé d'analyse, certainement. Avoir des supporters qui ne sont pas trop exigeants et qui continuent à rester positifs, même si parfois il y a des périodes un peu de trouble. Ouais, bien sûr. On peut parler de Charleroi, par exemple. Je pense que des fois, les supporters de Charleroi en demandent peut-être un peu trop. Et voilà, il y a des débordements qui n'ont pas lieu d'être, au lieu d'être derrière son équipe, derrière ses joueurs, et des fois de savoir rester à sa place. On parlait du Standard tout à l'heure. Est-ce que ces résultats-là, toi tu l'as dit, donc je vais poser la question à Quentin, eh bien, le RSCL, il serait parvenu sans Ivan Leko. Est-ce qu'on aurait pu être 7e sans Ivan Leko? Et là, on passe tout de suite à la patte de l'expert, évidemment, signé du QTN SLN International. Mais j'ai fait une analyse des valeurs marchandes du 11 des équipes de Jupiler Pro League. Et par exemple, déjà, la performance contre Saint-Tron ce week-end, il faut la souligner, elle est franchement incroyable du Standard, parce que la valeur marchande du 11 aligné était de 21 millions, sachant que la moyenne de cette saison était de 31 millions. Donc c'est déjà 50% en moins. Donc franchement, un très 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 bon résultat.
Mais quand on regarde, ils sont à la 7e place. Mais en valeur marchande, j'étais étonné. Je pensais les voir plus bas dans le classement. C'est le 8e club du championnat belge, dans le 11, avec la valeur marchande. Et qui, pour vous, est devant le Standard et à cette 7e place? On va voir si vous le savez. Ouais, bouge ton tableau parce que j'ai devant moi, là. Quoi? Mais le tableau à côté, parce que vous ne le voyez pas si Non, vous j'ai êtes en pas vu, ouais, podcast. moi j'ai pas vu, mais donc le Standard est 7ème, ça Le que tu dis. Standard est 8e. Il est 7e au classement ici, juste à la porte des playoffs 1. Ouais. Mais au niveau de valeur marchande des clubs, hors top 6, parce que le top 6 est dans les 6 meilleures valeurs marchandes, ils sont 8e. Il y a une équipe qui est devant eux, mais qui est en dessous d'eux au classement. Malines? Non. Bah, j'aurais dit Saint-Tron. Non. Westerlo. Exactement. Ah, Westerlo, donc le Standard 31 millions de valeur marchande, Westerlo 45 millions. 45 millions de valeur marchande. Tu peux C'est- montrer ton tableau Non, à la parce qu'il y a les caméra? autres réponses après. Ah, donc, ok, d'accord. on va garder Tu ça la montreras après, alors. Ouais, exactement. Ok, super. Et donc, ce week-end, le Standard dans le 11, c'était une 10e valeur marchande. Donc, c'est quand même des bons résultats qu'ils arrivent à faire avec cette 7e place. Mais quand on regarde dans les valeurs marchandes des clubs, de la 7e à la 14e place, c'est assez similaire. Donc, il y a vraiment peu de différence, que ce soit entre le Standard, Charleroi, Malines, le Cercle de Bruges. Grosse différence, et qui est incroyable, c'est Dender. Dender, qui est dans ce top 10, sa valeur marchande du 11 aligné est de 10 millions. Waouh. Il y a que 3 joueurs qui sont au-dessus de 1 million d'euros en valeur marchande. Quel travail de Julien Gorius. C'est- Quel travail de Julien Gorius. C'est- Impressionnant. Ça, c'est vraiment incroyable. Et par contre, c'est pour ça aussi que je viens de dire que le Standard ne serait pas en playoff 1. C'est parce qu'il y a un énorme fossé entre justement ce top 6 en Belgique et les équipes qui sont juste en dessous. Là, par exemple, la Gantoise a quasi le double en valeur marchande du 11 que le Standard. Voilà, un énorme fossé. On parle pas évidemment de Marlon. Hein. C'est une évidence. Voilà. Non, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux montrer à Ouais, présent? pas bien, c'est mon Ouais, écriture. Non, mais écoutez, voilà, il y a une caméra ici, il y a un excellent Michael qui est à la régie qui sait faire ça. Vas-y, mais montre-le. Comme ça, on Mais va voilà, essayer de donc zoomer. on a le Standard, on a Charleroi qui a 24 millions par Ouais, ils exemple. vont pas voir. Montre-le vers la caméra. Dender Voilà. qui est à 10 millions, on a du Cercle qui est à 27, l'OHL à 23, Westerlo 45, et puis on a du Saint-Tron 22, donc Ouais, Saint-Tron quand même, 22 c'est millions, élevé, hein. Courtrai 16 et Berscott 11. Donc le Dender est le club avec le 11 aligné cette saison, la moyenne du 11, qui est le plus bas en valeur marchande et qui est dans le top 10. Oh. Attends, Ok, Malines très aussi, c'est 10? Non, Mali c'était 20. Ah, Et ok, Westerlo, j'ai- ils ont leurs défenseurs déjà. Et Westerlo, il y a Ouais, bah ouais. actuellement Vuskovic qui vaut c'est 10 millions. Oui, voilà, donc il y a une petite Donc, tricherie. 10 Il y a un petit millions. Ouais, truc. après, t'es même à 35. Ouais. Sans lui, t'es même à 35, t'es Bah, toujours au-dessus du Standard. Après, le Standard, c'est pareil, hein. Et t'as beaucoup de prêts. T'as beaucoup de Zikiri prêts, c'est qui vaut ça, 4,5. ouais. Et Kert J'ai Ayensa, compté voilà. du coup Price qui est parti mais qui est à 3 millions Ouais. parce que c'est la moyenne du 11. T'as Ayensa aussi, donc t'as pas mal de joueurs comme tu dis. Ouais, Après, c'est eux qui font la plus grosse ouais. valeur marchande. Parce que par Il leur exemple, appartient pas, quoi. un Anquinet est à 250 000. Donc, Donc ton analyse et ta patte de l'expert, merci pour ça Quentin, permet de comprendre que le Standard n'y serait certainement pas parvenu sans Ivan Leko. C'est véritablement lui qui a insufflé grâce à sa tactique et grâce à ses idées. Donc bravo, chapeau à lui aujourd'hui. Ouais, Bon, vraiment. forcément on peut pas le mettre en joueur de la semaine parce qu'il ne joue pas, Beau travail. mais on peut le mettre en entraîneur de la semaine même si ça ne comptera pas pour le Football Time Award. Le Football Time Award, justement, la transition, elle est toute donnée. Les joueurs de la semaine de nos experts et également ceux que vous pourrez, enfin pour lesquels vous pourrez voter évidemment sur X et sur Instagram. Comme d'habitude, on va aller chercher le petit point bonus qui leur permettra ou qui permettra aux joueurs de la semaine de se hisser dans le classement ou peut-être de gagner des points s'il y est déjà. Je vais commencer par celui de Xavier qui n'est pas en notre compagnie aujourd'hui. Xavier, le joueur de la semaine, eh bien c'est Denis Ekert Ayensa, le joueur du Standard de Liège. Bon, on le sait, il aime bien le Standard, à mon avis, il a voulu faire plaisir. C'est pas grave. C'est vrai qu'effectivement, ça fait déjà 2 matchs qu'il est présent, qu'il marque, qu'il est efficace, donc ça peut être également un joueur de la semaine. De mon côté, je vous le donne en rapide. Le classement général, on passera à ça dans quelques instants avec Thomas. Donc, pour moi, ce sera Kostas Konstantinos. Karetsas, bien évidemment. Oh, le goal. Incroyable but. C'est un joueur qui est véritablement capable sur un coup de patte de faire la différence et de montrer tout simplement à tout le public ce dont il est capable. C'est là qu'on voit que c'est un mec qui a un potentiel vraiment supérieur à la moyenne. Du côté de Lille notamment, un jour un recruteur était venu le voir lors des matchs de préparation en été. Il nous a dit mais c'est qui ce joueur? C'est qui ce diamant? Et alors les gens qui s'occupent de lui lui auraient dit non mais laisse tomber, le Real Madrid est déjà dessus. Ah ok, ça va, on laisse tomber. C'est bon, on va pas essayer. Karetsas, c'est exceptionnel. C'est Très, exceptionnel. très fort. Et le goal qu'il met comme ça à l'arrêt, angle fermé et tout, Ouais. magnifique. Et justement, Lopetegui, si c'est lui, qui aime bien travailler avec des jeunes. Karetsas, il est jeune. Why not? Et Fernandez Pardo, parce qu'il est espagnol. Et ça pourrait peut-être déjà changer quelque chose. Lui qui a choisi l'Espagne, on l'a dit, on l'avait déjà annoncé ici dans cette émission, ça a été confirmé ensuite par la presse.
ça peut vraiment avoir une clé parce que ça reste un entraîneur espagnol et donc il pourrait l'attirer avec des discours, on ne sait pas, mais ça nous laisse quand même songeur. Voilà encore, pourquoi pas, des points à mettre à l'actif de Julen Lopetegui chez les Diables Rouges. Quentin, ton joueur de la semaine. Club de Bruges, c'est le futur soulier d'or, Hans Van Aken, encore décisif 3 fois. Ouais. Ici, le coach a fait tourner quasi tout son effectif, il a gardé vraiment les piliers, mais que le mignolet Van Aken, et t'as vu que Van Aken, la passe qu'il met à Vetlesen, elle est incroyable. Cette passe en un temps, il a une autre vision du jeu, et franchement, il mérite ce point et ce soulier d'or, je pense, aussi pour ça. Et ça en devient aussi beaucoup plus frustrant quand on ne le voit pas performer, parce qu'on se dit, il en est capable. Il peut être tellement fort que parfois, on a l'impression qu'il fait exprès de pas être bon ou qu'il a pas envie de jouer, tu vois. Il y a aussi cette frustration, parce que tu dis, mais il peut être tellement fort! Et derrière, il n'agit pas, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est quand même une clé aussi chez Hans Van Aken. Il a déjà pris des points, hein, chez nous, Hans Van Aken, je pense. C'est bien donc il va encore faire. Je pense que c'est son premier point. C'est son premier? Je pensais à l'avoir donné, moi, Hans Van Aken, il y a de cela, juste avant. Il y a eu tellement de joueurs, on est déjà à 50 joueurs, donc. C'est vrai qu'on est très diversifié, hein, donc le vainqueur, à mon avis, il aura pas beaucoup de points cette année, donc ça va vraiment se jouer à rien du tout, peut-être encore en fin de saison quelque chose. Thomas, ton joueur de la semaine et puis le classement général. Ouais, alors moi j'ai changé, donc j'avais annoncé Torgan Hazard au départ, mais mon joueur de la semaine sera Brahimi. Brahimi, certes, il n'a pas donné d'assist, il n'a pas marqué, mais pour moi c'est pas nécessaire pour être joueur de la semaine parce que justement il a créé énormément d'occasions. Malheureusement, ses coéquipiers n'ont pas été efficaces, donc ils n'ont pas marqué, mais il aurait pu avoir un assist et il amène énormément de phases offensives pour Saint-Tron. C'est vraiment le moteur de cette équipe de Saint-Tron sur le plan offensif. Prêté par Nice, c'est un joueur très intéressant. Je suis même curieux de voir qu'il soit à Saint-Tron et que Nice ne l'ait pas conservé pour la saison en Ligue 1 parce que Nice, cette saison, c'est compliqué sur le plan offensif, justement. Ouais, j'ai parlé avec beaucoup de gens du milieu du football français quand ils ont appris la nouvelle et qu'ils ont vu l'info, ils se sont dit, mais attends, il va vraiment aller à Saint-Tron? Et ce mec-là va vraiment aller à Saint-Tron? C'est un truc de fou. Quel coup de Saint-Tron, quoi. C'est vraiment ça. Tu connais un peu le joueur, William? Je connaissais un petit peu, ouais, et notre T2 aussi à Dens et maintenant T2 à Saint-Tron, et quand il m'en a parlé, j'étais aussi très étonné. Et je lui ai dit que s'ils signaient, c'était magnifique pour eux. Ouais, effectivement, c'est un coup absolument exceptionnel. Donc merci Thomas. Ton classement, enfin notre classement général, celui du Football Time Award. Je t'écoute. Voilà, il s'affiche ici, donc c'est le classement actuel. Le point qui a été gagné la semaine dernière, c'est ton joueur, c'était Camara qui a reçu le plus de votes sur nos réseaux. Donc il rentre dans le top 10 parce que il avait déjà pris un point. Par toi, un deuxième point par toi et un point par nos followers, donc il rentre dans le top 10 de ce classement. Ah ben voilà, il qui sera certainement avec nous au fil de la saison. On espère pouvoir l'inviter quand il n'aura pas entraînement, parce que du coup forcément il est un peu impliqué, c'est jamais évident bien sûr, surtout à l'heure à laquelle on tourne, de pouvoir accueillir des joueurs, mais je ne désespère pas. Ilaï, tu es le bienvenu ici et donc tu as marqué tes premiers points. Un classement général intéressant. Thomas. On a le happening aussi. On a le happening. On a oublié. Eh ben, on va le faire en fin d'émission. Voilà. Attends, juste avant, il y a évidemment le temps additionnel de Quentin. C'est parti. Alors exactement. Donc les joueurs que j'ai analysés qui peuvent performer ou en tout cas augmenter la probabilité de performer ce week-end dans le championnat belge. On a tout d'abord Koné, le gardien de Charleroi, qui reçoit le Cercle de Bruges. Cercle de Bruges, offensivement à l'extérieur, c'est vraiment pas bon. 45% de leurs déplacements, ils n'arrivent pas à marquer. Il y a une autre équipe comme ça, c'est Courtrai. Car 55% de leurs déplacements, ils n'arrivent pas à marquer. Ils vont au club de Bruges, donc un clean sheet de Simon Mignolet. Pourquoi pas, sachant qu'il n'a pas tenu contre le Berscott. Au niveau du secteur défensif, je vais mettre Adrielson d'Anderlecht, qui m'a bien plu. Et dans son premier match contre Courtrai, il a eu des datas très intéressantes. Sinon, un autre pilier qu'on peut mettre avec Simon Mignolet dans les jeux de fantasy ou autre, c'est Mekele. Donc ça bouge pas. J'ai bien aimé au niveau des datas aussi la performance de Verskaren, qui arrive à s'imposer dans ce milieu de terrain avec une absence d'un Stroikens. Van Aken, comme d'habitude, au milieu de terrain, c'est toujours très fort et très impressionnant au niveau des datas, au niveau des statistiques. En attaque, Nilsson, s'il arrive à jouer, il faudra voir avec la rotation, parce que maintenant il y a Jutgla, il y a Nilsson, il y a Vermand, ils sont 3 pour une seule place, donc à voir avec la rotation qu'il va faire ce soir contre la Juventus. Donc ça va être aussi quelque chose d'analyser. Des joueurs très intéressants, effectivement. On trouvait ça dans le temps additionnel de notre QT NSLN. Alors, pour terminer, pour se dire au revoir, on va jouer à un jeu, mon cher William. Mais c'est Thomas qui le prépare. Aujourd'hui, tout à fait. Qu'est-ce que tu nous réserves? Elle est où la surprise? Alors, la surprise, c'est que quand on a un invité, on adapte le jeu en fonction de l'invité. Donc, le jeu, c'est
Qui est-ce, donc c'est le jeu Qui est-ce, c'est très très facile. C'est un qui est. C'est un qui est. On l'a déjà fait quelques fois cette saison. Donc je vais lancer 3 phrases et le but du coup c'est de trouver le joueur adéquat à la phrase que je vais lancer. Allez, donc, c'est le parti. premier qui trouve, il balance. Yes. Du coup, William doit trouver avant nous. Et c'est un joueur c'est Du des joueurs championnat belge qui ont joué. C'est des joueurs qui ont joué avec William dans sa William, carrière. tu joues, Ouais. hein. Tu joues. Si Ouais, tu trouves, ouais, c'est pas grave. hein. Ouais, de Moi, toute façon, je suis il faut joueur, pas- moi, j'ai envie à de chaque fois, gagner. de toute façon, à chaque fois qu'on fait des jeux, il perd. Donc, tu peux gagner. C'est vrai qu'on est très mauvais. J'ai jamais été très mauvais. Alors, je commence. J'ai joué à Ostende, Bruges et Charleroi. Et j'étais un renard des surfaces. Aquala. Oula, pas mal. Bravo. Je m'attendais pas à le trouver Joseph, ouais. rapidement. Fort. Ouais. T2 à court Très trail. fort. Ouais, c'était ce qu'elle est su. J'allais dire. Je suis actuellement l'entraîneur assistant Ouais, de tu peux le Ivan faire à ta Drag. place. On sait où il sort son inspi, hein. Il la sort toujours du même endroit. hein. C'est bien. Allez, on part sur le deuxième. J'ai partiellement été formé au Standard, mais on n'a pas cru en moi, donc je suis parti à Saint-Tron pour finalement retourner au Standard 2 ans après pour 1,2 million d'euros. Je suis à ce jour Edmilson un joueur. Ah, François Marquet. Voilà, il a trouvé. Edmilson. Edmilson. ok. Je suis à ce jour un international du Qatar parce qu'il joue pour l'équipe du Qatar Ah aujourd'hui. oui, c'est vrai, c'est vrai. Junior. Ouais, Quel joueur. Junior C'est Edmilson. impliqué dans des histoires un peu bizarres. Mais très très bien, fort. très très bien, Edmilson. Non, mais c'est un joueur extrêmement talentueux. Voilà. Le troisième et le dernier, plutôt facile je pense. Je suis un défenseur central formé à Anderlecht. J'ai joué en Eredivisie, en Pro League Face. et en Ligue 1. En effet, je suis actuellement sous contrat avec un club anglais. William et moi avons joué ensemble à Ostende. Il a gagné. Il a Parfait. gagné. Bravo. Ah, Bravo, merci. bravo, Parfait. bravo, On a vu sur votre face bravo. d'ailleurs. J'aurais gagné quelque chose cette saison. Il va pas Voilà oser. le titre. Il est là le titre du quiz T'en du as vu sur Football votre Time. face, parce que je vois que il est très controversé au niveau de l'équipe nationale belge, ses prestations qui sont des fois un peu les montagnes russes. Mon avis, ouais, moi j'ai passé du bon temps avec lui. C'est un super mec. Je pense que c'est aussi un très bon joueur. S'il joue en première ligue, c'est pas pour rien. Après, j'ai vu que beaucoup de gens ont la critique facile sur lui. Je pense que c'est assez sévère parce que ça reste un très bon défenseur. T'es pas d'accord avec ces critiques-là? C'est trop sévère. Ouais. Ah, si tu le critiques parce qu'il fait une erreur, ça peut, mais de ce que j'ai entendu des fois, On C'est a trop. été un peu trop dur avec vous. bien sûr, c'est Voilà. un mec qui joue en première ligue, donc ça reste un. Mais avec les Diables Rouges, il est tellement enrageant que derrière, ça ouvre un agenda, tu comprends? C'est ça le problème. C'est que quand Wout Fass, à un moment donné, quand il est avec Leicester, c'est exceptionnel, c'est très bien, il peut faire des gros matchs. Mais il fait parfois des calamités, quoi, tu vois. C'est le Je l'ai problème, c'est connu. qu'il C'est un est constant, trop, hein. il est Ouais. trop dans l'excès positif et l'excès négatif. Il y a jamais d'entre deux, il y a pas d'équilibre, il manque de régularité, de constance. C'est ça qui fait que pour moi, il a des difficultés au niveau, tu vois. Ouais, à Ostende, c'était déjà ça quand Ouais, on jouait. c'est ça, hein. Mais bon, il était très jeune. Et c'est vrai que s'il veut vraiment franchir encore un palier, faut qu'il corrige ça. Voilà. Ouais. Oui, William, merci beaucoup d'avoir Merci été à dans toi. le Football Time. Ça me Merci fait à super toi. plaisir d'avoir pu t'accueillir. J'espère qu'on a pu aussi permettre aux gens de comprendre un peu c'est quoi la réalité d'un footballeur. Et puis, bah, tu es évidemment le bienvenu comme toujours partout. Parfait. Et puis voilà, remets bonjour à la famille. Ce sera fait. C'est le Ce sera principal. fait. Merci Thomas. Avec plaisir. Merci beaucoup Quentin. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, le Football Time ne s'arrête jamais parce que le football belge ne s'arrête jamais. Ciao, ciao!